On continue les exercices avec la page 4 du poly, l'exercice numéro 2 qui nous parle des drosophiles. Vous allez prendre, je pense, 15 à 20 minutes pour le faire correctement. Attention, faire un tableau, un échiquier de croisement ne suffit pas, il faut aller plus loin que ça pour le faire. Donc prenez le temps, rédigez-le comme si vous étiez en train de faire un exercice type bac. A tout de suite. Alors, quelques conseils pour vous aider à faire l'exercice. Si vous avez bien lu, vous avez compris qu'on étudiait un seul gène. Il s'agit du gène qui s'appelle Curly. Et vous avez compris qu'il existait deux allèles de ce gène, notamment un qui est l'allèle muté qui s'appelle CY1. Donc il existe deux allèles, un qu'on va appeler CY+, l'autre que l'on va appeler CY1. Dans la question, on vous demande de prévoir les proportions des descendants d'une population issue de la fécondation entre deux drosophiles hétérozygotes pour le gène Curly. Donc pour comprendre ce que ça veut dire, il faut se demander ce que ça veut dire hétérozygote pour le gène Curly. Dans l'introduction, vous avez compris qu'il existait deux allèles de ce gène, et dans le tableau, vous repérez les différents phénotypes qui sont associés à la possession de ces allèles. Les drosophiles qui ont les allèles CY+, CY+, ont un phénotype L plate, c'est ce qu'on appelle la référence. Les drosophiles qui sont CY1, CY+, ont des ailes frisées. Et celles qui ont un allèle CY1 associé à un autre allèle CY1, eh bien, elles meurent, puisque c'est une possession d'allèle qui est létale. Si vous comprenez bien, vous devez vous dire que quand on parle de drosophile hétérozygote pour le gène CY, ça veut dire que je vais croiser des drosophiles qui ont deux allèles différents. Autrement dit, ce sont ces allèles, enfin ce sont ces mouches qui sont là. Autrement dit, si je croise deux drosophiles qui ont le même génotype, c'est-à-dire CY1, CY+, qu'est-ce que j'obtiens à la fin de leur croisement? Donc cette petite aide étant faite, si vous n'avez pas su faire l'exercice, poursuivez. Quand vous avez un exercice de ce type, je vous conseille de toujours commencer par une courte introduction qui reprend le problème. Mais là, le problème, je l'ai un petit peu interprété en précisant que je connaissais, que j'avais déterminé quel était le génotype des drosophiles que j'étudie, CY1, CY+. Donc l'introduction pourrait être: nous cherchons à prévoir les proportions des descendants d'un croisement entre les drosophiles dont le génotype est CY1, CY+. Avant d'aller plus loin dans la correction, une toute petite explication sur cette manière d'écrire les génotypes entre les parenthèses et les slash. Alors en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans mon écriture, les slash représentent les chromosomes. Donc cette écriture, je peux la lire CY1 chromosome, chromosome CY+. Les parenthèses montrent que c'est le génotype, donc à l'échelle des chromosomes. Ce qui veut dire que si je devais dessiner mes chromosomes qui correspondent à ce génotype, je ferais ça. J'aurais bien CY1, un chromosome, la barre, le slash, un autre chromosome, le deuxième slash, CY+. Et cette écriture qui est là, je peux aussi l'écrire comme ça, où je retrouve toujours CY1 chromosome, chromosome CY+. Parenthèse terminée, je continue l'exercice. Nous, on sait que les parents, ils doivent produire des gamètes. Donc, une partie importante de l'exercice doit être de déterminer les génotypes que produisent les gamètes. On sait également que les parents ont le même génotype CY1, CY+, donc ils vont produire les mêmes gamètes dans les mêmes proportions. Autrement dit, on ne va pas se casser la tête à faire le travail pour les deux parents, on le fait que pour un. Et pour trouver le génotype des gamètes des parents, eh bien, on peut tout à fait réaliser un schéma de la méiose. Donc voici un schéma qu'on pourrait faire. Je mets bien une paire de chromosomes avec CY1, CY+. Voici ma cellule avant la réplication. La voici après la réplication. Je vous rappelle que juste après la réplication, les deux chromatides d'un chromosome sont strictement identiques. À la fin de la première division de méiose, j'obtiens deux cellules. Dans une cellule, j'ai un chromosome double qui porte donc deux fois l'allèle CY1. Et dans l'autre cellule, je vais avoir un chromosome double également avec deux fois l'allèle CY+. La deuxième division de méiose se produit
et je vais obtenir 4 gamètes, 2 qui ont l'allèle CY1 et 2 qui ont l'allèle CY+. Autrement dit, la méiose a généré 2 types de gamètes, la moitié qui va avoir CY1, l'autre moitié qui va avoir CY+. C'est ce que j'ai écrit ici en une phrase. Donc à l'issue de la méiose, chaque parent produit 2 types de gamètes dans les mêmes proportions. 50% des gamètes sont CY+, et 50% sont CY1. Maintenant, il va falloir que l'on réunisse les gamètes des parents dans un tableau qui s'appelle un échiquier de croisement. Dans un échiquier de croisement, je fais en haut ici une case double entrée dans laquelle j'indique que je vais préciser le génotype des gamètes des parents, que j'ai appelé P1 et P2. P1 produit 50% de gamètes CY1, 50% de gamètes CY+, c'est pareil pour P2. Dans les cases en dessous, je vais réunir les génotypes des 2 gamètes pour générer celui de la cellule œuf. Donc, je vais donc écrire ici CY1, CY1. Je vais ainsi obtenir 4 zygotes possibles. En voici un autre, et le dernier. Maintenant, on va associer un phénotype à chacun de ces génotypes. Pour cela, je me réfère au petit tableau qui, regardez, associe clairement un génotype à un phénotype. Donc, le premier individu qui est CY1, CY1, eh bien, on voit que son phénotype est létal. Donc, on va le zapper, lui. CY plus CY1 correspond à un phénotype L frisé. Je le retrouve donc 2 fois dans mon tableau. Et le dernier génotype CY plus CY+, correspond à des ailes plates. On a quasiment fini. Si je résume mon tableau qui est là, moi je vais zapper complètement les mouches qui sont mortes puisqu'on ne va pas les compter, puisqu'elles sont mortes. Donc à l'issue du croisement, on va obtenir 3 individus possibles. Un tiers des individus aura les ailes plates et 2 tiers auront les ailes frisées. Et là on a donc répondu au problème. Notre échiquier de croisement montre que à l'issue d'un croisement entre 2 mouches hétérozygotes pour le gène CY, on obtient un tiers de drosophiles aux ailes plates et 2 tiers de drosophiles aux ailes frisées. L'exercice est terminé. Maintenant que vous avez tout compris au brassage interchromosomique et au brassage intrachromosomique, on va l'appliquer avec l'exercice 3 qui est page 6 du poly. Je pense qu'il vous faut quasiment une demi-heure pour faire un brouillon précis. Essayez de faire une belle démarche et on corrige tout à l'heure. A tout de suite, mettez la vidéo en pause. Dans ce type d'exercice, je vous conseille de passer un peu de temps au brouillon pour bien comprendre ce qui est indiqué. Alors, regardons ce qui se passe. On vous parle par exemple de drosophiles. Certaines d'entre elles, les mâles, ont au départ un abdomen qui est rayé. Leur thorax n'a pas de soie. On parle également de femelles dont l'abdomen est uni et le thorax qui porte des soies. Donc là, en fait, on met en évidence qu'il existe 2 gènes. Le premier gène que l'on va voir, c'est un gène qui intervient dans la couleur de l'abdomen. Et on va supposer qu'il existe 2 allèles. Un allèle abdomen rayé, un allèle abdomen uni. Et on va également supposer qu'il existe un autre gène qui commande les soies, avec 2 allèles. Un allèle présence de soie et un allèle absence de soie. Ensuite, regardez bien ce qui se passe à l'issue du premier croisement. Cette phrase-là est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de mettre en évidence des liens de dominance et de récessivité entre allèles. Par exemple, l'allèle qui commande la couleur de l'abdomen uni, il va être dominant par rapport à l'allèle rayé, parce que dans ma génération F1, toutes les drosophiles ont un abdomen uni. Et ça me permet aussi d'inventer une convention d'écriture. Je vais appeler U+, U majuscule plus, l'allèle qui commande la couleur unie, et petit u, celui qui commande la couleur rayée. Et on peut également voir que en F1, toutes les drosophiles ont des soies. Résultat, l'allèle qui commande la présence de soie est dominant sur l'allèle qui commande l'absence de soie. Je vais appeler S+, l'allèle qui commande les soies. On fait ensuite un deuxième croisement en prenant une F1
donc F1 c'est la descendance du premier croisement, par un mâle dont on suppose qu'il va être un homozygote pour les deux allèles, et un homozygote récessif. Résultat, le deuxième croisement, selon nous, serait un croisement test. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'on a, à la fin du croisement test, 4 types d'individus dans des proportions différentes. Donc ça, vous devez le savoir par cœur, ça veut dire que les gènes sont liés. Donc tout ce travail-là, vous le faites au brouillon. Il va falloir répondre à la question, c'est-à-dire expliquer pourquoi, à la fin du croisement, on a 4 types d'individus dans des proportions différentes. Et nous, on sait que c'est parce qu'on a 2 gènes qui sont liés. Alors on va être malin, et en introduction, on va poser une hypothèse. L'hypothèse, c'est tout ce qui apparaît ici en bleu, et on va montrer que les données de l'exercice permettent de conforter notre hypothèse. Alors pour cela, on peut faire une introduction qui reformule la problématique. Nous cherchons donc à expliquer la diversité génétique des individus qui sont issus d'un deuxième croisement entre des drosophiles. Mais l'introduction, je vais vraiment la préciser en expliquant au correcteur que j'ai compris l'exercice. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait étudier la transmission de 2 gènes, et non pas 2 allèles. Là j'ai fait une faute, vous corrigez par gène. Un gène qui commande la couleur de l'abdomen, l'autre qui va commander la présence éventuelle de soie. Et on pose nos hypothèses de travail. 1. Je pose que les 2 gènes que j'étudie sont liés et qu'il existe 2 allèles de chaque gène. U+ commande un abdomen uni, il est dominant sur U, abdomen rayé, et S+ commande la présence de soie et ça domine sur petit s, absence de soie. Donc, ça c'est mon introduction. Je pose des hypothèses, mais comme je suis malin au brouillon, je sais que mes hypothèses sont justes. Et toute ma démarche va consister à valider mes hypothèses. Pour les valider, je dois étudier les 2 croisements l'un après l'autre. Donc on va étudier le premier croisement. Dans ce croisement, je croise 2 drosophiles que je vais appeler P1 et P2. P1 a pour phénotype que j'écris entre crochets US. Ça veut dire abdomen rayé, absence de soie. P2 a le phénotype dominant. U+, ça veut dire abdomen uni. S+, présence de soie. Ce qu'on va devoir faire, nous, c'est déterminer le génotype de ces parents. Et dans l'exercice, on nous dit qu'ils sont de lignée pure. Lignée pure, on le sait par cœur, ça veut dire qu'ils sont homozygotes. Donc on va pas se casser la tête, on écrit une phrase simple. Les 2 parents étant de lignée pure, ils sont tous les 2 homozygotes pour les 2 gènes. Leur génotype peut donc s'écrire pour P1, petit u petit s / petit u petit s, et pour P2, U+, S+, / U+, S+. J'ai écrit ici mes génotypes en admettant que mes gènes étaient liés. Il faut bien comprendre ce que veut dire cette écriture. Par exemple, si on devait dessiner les chromosomes du parent P1, je vais dessiner U et S sur le même chromosome, donc je ne dessine qu'une paire de chromosomes. Et je vais donc écrire 2 fois l'allèle U, puisque mon individu est homozygote pour le gène U, et 2 fois l'allèle S, puisqu'il est homozygote pour le gène S. Et pour P2, on aurait toujours une paire de chromosomes, mais avec 2 allèles différents, 2 fois l'allèle U+, 2 fois S+. Donc ça, c'était la parenthèse pour bien comprendre comment on schématise des gènes qui sont liés. Dans la suite de l'exercice, il va falloir déterminer les descendances qui sont issues du croisement entre P1 et P2. Et pour cela, il faut déterminer le génotype de leur gamète. On va faire nous un schéma, le schéma du déroulement de la méiose chez l'individu P1. Donc je pars de sa cellule avant réplication. P1 est un double homozygote récessif. Après réplication, j'obtiens 2 chromosomes doubles avec que les allèles U et petit s. Voilà ce qui se passe à la fin de la première division de méiose. J'ai 2 cellules identiques. Et en fin de division de méiose, j'obtiens 4 gamètes identiques qui portent un chromosome simple avec petit u, petit s. Alors, est-ce qu'il faut dessiner la méiose de P1 ? Je pense pas, parce qu'elle est simple.
Pourquoi elle est simple? Parce que mon individu est un double homozygote, donc à la fin, je n'obtiens qu'un type de gamète, dont le génotype est petit u, petit s. Donc je peux écrire une phrase de ce type-là. P1 étant double homozygote, il ne produit qu'un seul type de gamète, dont le génotype est petit u, petit s. Et pour P2, c'est la même chose. Lui, il ne va produire qu'un seul type de gamète, au génotype U+, S+. Dans l'étape suivante, on va chercher à réunir les gamètes de P1 et de P2 dans un échiquier de croisement. Donc je construis mon échiquier, je vais faire apparaître mes gamètes de P1, petit u, petit s, ceux de P2, U+, S+, je vais les réunir au sein des zygotes, petit u, petit s, / U+, S+, ce qui correspond d'après mes hypothèses à un phénotype U+, S+, puisque les allèles U+, et S+, sont dominants. Ceci est un échiquier théorique. Je l'ai construit en posant des hypothèses. Et ce que je vois, c'est que si mes hypothèses sont exactes, à la fin de ce croisement, j'obtiens une génération qu'on va appeler F1 qui est homogène. Ça veut dire qu'il n'y a que des individus qui ont le même phénotype, et le phénotype c'est U+, S+, c'est-à-dire abdomen uni, présence de soi. Pour vérifier que c'est cohérent, je vais comparer mes données théoriques aux données de l'exercice. Donc je reprends l'exercice, je regarde ce qui se passe ici à la fin du premier croisement, et je constate que j'ai une grande cohérence entre ma théorie, mon échiquier, et la réalité, l'exercice. Ce qui veut dire que mes hypothèses, à ce stade de la démarche, sont cohérentes. Je poursuis ma démarche en étudiant le deuxième croisement. Dans ce croisement, je prends mon parent P1, qui est un individu récessif, un double homozygote, que je croise par un individu F1, qui est hétérozygote, avec un phénotype dominant, U+, S+. Donc voici leur génotype. Et on va appliquer la même démarche que tout à l'heure. On va essayer de trouver quels sont les descendants issus de ce croisement, en déterminant le génotype des gamètes de P1 et de F1. Pour P1, on les connaît, on les a fait. C'est les gamètes US. On va donc passer un peu de temps à déterminer les génotypes des gamètes de l'individu F1. Donc là, le dessin de la méiose, il est indispensable. Je pars de ma cellule, qui est la cellule d'un individu hétérozygote, un double hétérozygote. Il possède donc des gènes liés. J'ai donc dessiné ici des chromosomes simples, U+ d'un côté, U de l'autre, S+ d'un côté, S de l'autre. Je fais la méiose. N'oubliez pas que la méiose, elle est précédée par la réplication. La voilà. Attention au piège. N'oubliez pas qu'à la fin de la réplication, les deux chromatides portent exactement les mêmes allèles. S+ sur une chromatide, S+ sur l'autre. De l'autre côté, petit s, petit s. N'inversez pas, sinon c'est faux. La méiose va se poursuivre. Alors là, je vais dessiner que le résultat final, que les gamètes. Je vais obtenir 4 gamètes qui auront deux génotypes, U+, S+ pour l'un et U, S pour l'autre. Et nous, on sait que ça, c'est la méiose qui s'est déroulée sans crossing over et que c'est le cas le plus fréquent chez l'individu F1. Je répète, chez F1, la plupart des cellules se divisent sans crossing over. Mais on sait aussi qu'il peut arriver que certaines cellules qui subissent la méiose subissent un crossing over puisque mes gènes sont liés. Dans ce cas-là, il faut que je fasse un deuxième schéma qui va correspondre à une méiose qui va être plus rare. Donc je pars de la même cellule que tout à l'heure, U+, S+, / US. Je vais faire la même réplication, mais cette fois-ci, je vais continuer la méiose en commençant par le crossing over. Le crossing over a eu lieu, regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé un fragment de chromatide. Le petit s qui était sur le chromosome de droite est passé à gauche. Le S+, qui était sur le chromosome de gauche, est passé à droite. Et quand la méiose va se faire, voici l'étape finale. J'obtiens 4 gamètes, un gamète U+, S+, un gamète U+, S, un gamète U, S+, et un gamète US. Ce que vous constatez, c'est que le gamète U+, S+, il apparaît pour ces deux méioses.
le gamète petit u petit s, il apparaît également pour ces deux méioses. En revanche, ces deux gamètes, que l'on appelle recombinés, n'apparaissent que quand il y a un crossing over, ce qui est rare. Ce qui veut dire que pour toutes les cellules qui subissent la méiose, nous allons avoir deux gamètes majoritaires, U+, S+, et US, on les qualifie de gamètes parentaux, et deux gamètes minoritaires, qui sont qualifiés de recombinés, U+, S et US+. Dans la rédaction, on peut résumer tout ça en rappelant que les proportions différentes des gamètes sont liées à la présence d'un brassage intrachromosomique, c'est le crossing over, qui se fait en prophase 1 de méiose, et que comme ce brassage n'est pas systématique, eh bien on a deux gamètes qui vont être rares, U+, S et US+. On a quasiment fini, il nous reste maintenant à réunir les gamètes de P1 et de F1 dans un échiquier de croisement, donc j'écris mes gamètes. Pour P1, on sait que c'est petit u, petit s. Pour F1, je reporte mes 4 gamètes. Et j'apporte une information capitale. C'est que mes deux premiers gamètes, U+, S+, et US, sont majoritaires en quantité. Les deux autres sont minoritaires. Je complète mon échiquier de croisement en mettant le résultat, donc la descendance du croisement test. Je commence par leur génotype. Et puis je vais en déterminer leur phénotype. Vous constatez que dans un croisement test, le phénotype des individus, il est déterminé uniquement par le génotype des gamètes de l'individu F1. Autrement dit, ce que je vois ici dans le phénotype, c'est uniquement ce qui est apporté par le gamète de F1. C'est tout l'intérêt du croisement test. Le croisement test, c'est un moyen pour nous de convertir le génotype des gamètes de F1 que l'on ne voit pas, on ne voit pas leur phénotype. Il n'y en a pas de phénotype. Donc je convertis le génotype des gamètes de F1 en des phénotypes des individus F2 que je peux voir. Donc si mes hypothèses de départ sont cohérentes, à l'issue de ce croisement, je m'attends à obtenir, en génération F2, avec 4 types d'individus dans des proportions différentes, 2 majoritaires, U+, S+, et US, les deux autres étant minoritaires. Ce que j'ai réécrit ici. Donc ça c'est ma théorie. Je compare encore une fois la théorie aux données de l'exercice, ici. Qu'est-ce qu'on voit? Première ligne, j'ai une majorité, 40% d'individus à abdomen uni et thorax avec des soies. C'est le phénotype U+, S+. J'ai une minorité d'individus unis sans soie. Ça correspond à U+, petit s. J'ai une minorité d'individus rayés avec des soies, ce qui correspond à U, S+, et j'ai une majorité d'individus rayés sans soie, ce qui correspond à petit u, petit s. Autrement dit, ces données de l'exercice sont cohérentes avec ma théorie. Donc mes hypothèses sont cohérentes. J'ai fini l'exercice. Je conclus en disant que les proportions des individus à l'issue du deuxième croisement, entre F1 et P1, sont liées à un brassage intrachromosomique qui n'est pas systématique lors de la méiose de F1. Voilà. Cet exercice était un petit peu compliqué, mais il est fondamental que vous maîtrisiez la méthode parce que c'est des exercices assez classiques pour le baccalauréat. Moi, je vous dis à bientôt et bon courage!